Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler des acronymes AES, RSA et SHA. En effet, certains d'entre vous m'ont fait part que ces acronymes leur paraissaient encore un peu obscurs et qu'ils ne savaient pas dans quel cas ils étaient utilisés. Certains d'entre vous pensent même que SHA permet de chiffrer des fichiers. Ce n'est pas le cas, SHA ne peut pas chiffrer directement des fichiers, mais par contre, il peut être combiné avec une autre méthode pour chiffrer des fichiers. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ce que veulent dire ces trois acronymes, dans quel cas ils sont utilisés, et dans quel cas ils peuvent être combinés. Commençons par l'AES. AES veut dire Advanced Encryption Standard, ce qui veut dire système de chiffrement avancé. C'est un algorithme de chiffrement qui a été créé par Johan Daemen et Vincent Rijman. Et à ce propos, j'aimerais vous rappeler que ces deux personnes sont belges. En effet, on a trop souvent tendance à penser que les algorithmes de chiffrement sont créés soit par des Anglais, soit par des Américains. Et bien là, ce n'est absolument pas le cas. Ce sont donc deux Belges qui ont créé l'AES. L'AES fait partie de la famille des chiffrements symétriques. On entend par chiffrement symétrique le fait qu'il n'y a qu'une seule clé. Une clé qui va être générée à partir du mot de passe que vous allez donner. Donc c'est la même clé qui permet de chiffrer et de déchiffrer les données. Dans la famille des chiffrements symétriques, vous entendrez parler d'autres acronymes qu'AES. Il existe par exemple Twofish, Serpent, ou encore Camellia, dont vous entendrez certainement parler très bientôt, puisqu'il y a une nouvelle version de VeraCrypt qui possède cet algorithme. C'est un algorithme japonais. Vous avez également Kuzniechik, qui est également appelé Grasshopper, et ça je vous en avais déjà parlé lorsque je vous avais parlé du logiciel Ghostscript, qui avait prévu de mettre l'algorithme Grasshopper dans son système de chiffrement. Donc ça, c'est une méthode russe. Et vous avez bien d'autres chiffrements de type symétrique, dont certains ont été abandonnés, comme par exemple DES, mais dont certains sont un petit peu plus obscurs, parce que parfois trop lourds, pas assez rapides au niveau du chiffrement des fichiers, donc ils ne sont pas utilisés couramment. Mais il existe une multitude de méthodes de chiffrement symétrique. Ensuite, il faut savoir que pour la plupart des algorithmes de chiffrement, la taille de la clé de chiffrement peut varier. Ici, par exemple, AES, on le rencontre habituellement en 128 ou 256 bits. Bien sûr, plus le nombre de bits est important, plus le temps de chiffrement est long, mais plus la sécurité est élevée. Voyons maintenant RSA. RSA a été créé par Ronald Rivest, Adi Shamir et Leonard Edelman. Et RSA, eh bien, c'est tout simplement les initiales de leur nom de famille, qui est donc Rivest R, Shamir S et Edelman A, RSA. Quoi de plus simple? RSA fait partie de la famille des chiffrements asymétriques. C'est-à-dire que là, nous n'avons pas une clé, mais deux clés. Une clé qui va permettre de chiffrer et une clé qui va permettre de déchiffrer. On dit aussi qu'il y a une clé privée et une clé publique. La clé publique peut être donnée à tous vos correspondants, et vous devez garder la clé privée qui, elle, reste secrète. Vos correspondants peuvent chiffrer les documents à l'aide de la clé publique, mais ne peuvent pas les déchiffrer avec la clé publique. Vous êtes la seule personne capable avec la clé privée de déchiffrer ces données. C'est pour ça que RSA est particulièrement important lorsqu'il s'agit de communication, comme par exemple de chat ou d'échange de fichiers à travers des emails ou même à travers d'autres systèmes de communication. Alors parmi les chiffrements asymétriques, vous entendrez parler également d'autres acronymes, comme par exemple GPG, ou PGP, ou Curve, ou ECC. Par exemple, lorsque je vous ai parlé du logiciel Minilock, eh bien Minilock utilise Curve. Donc tous ces acronymes désignent des clés asymétriques, du chiffrement asymétrique. Alors pour la petite histoire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, la différence qu'il y a entre GPG, PGP, Curve et ECC, c'est que Curve et ECC sont basés sur des courbes elliptiques, alors que GPG et PGP sont basés sur du factoriel. Voilà, donc ce sont différentes méthodes pour générer des clés asymétriques. Le but étant de pouvoir produire des données le plus aléatoires possible. Alors les clés RSA, vous pouvez en trouver de plusieurs tailles possibles. Généralement, cela va de 1024 jusqu'à 4096 bits. Certains chercheurs pensent que
les clés de 1024 bits seront bientôt cassées dans les années à venir. Ce n'est toujours pas le cas, mais bon, si vous devez choisir une taille de clé, il serait peut-être préférable de choisir une clé supérieure à 1024. Cependant, n'oubliez pas, et ça c'est encore plus vrai qu'avec AES, plus la taille de la clé est grande, plus le temps de chiffrement est long. Donc si vous avez de grosses quantités de données à chiffrer avec une clé RSA de 4096 bits, cela risque de prendre énormément de temps. Voyons maintenant SHA. SHA veut dire Secure Hash Algorithm. Et SHA fait partie de ce que l'on appelle la famille des fonctions de hachage. Et ici, l'objectif n'est pas de chiffrer une donnée, mais plutôt de créer une empreinte de cette donnée. Dans les fonctions de hachage, vous entendrez parler par exemple de Whirlpool, qui se trouve dans VeraCrypt, ou encore de MD4 ou MD5, qui ont été respectivement d'ailleurs abandonnés parce qu'ils ont été cassés. Vous avez également le petit dernier qui s'appelle Bcrypt, ou encore Stribog, qui vient de nos amis russes. Et maintenant, SHA est en version 2 et existe avec deux tailles de clés 256 ou 512 bits. Par exemple, sur VeraCrypt, c'est le SHA 512 bits qui est utilisé. Donc je rappelle que SHA ne permet pas de chiffrer des données, mais permet de créer une empreinte de ces données. Et nous allons voir tout à l'heure comment utiliser ces fameuses empreintes créées par SHA. Alors nous allons voir maintenant quelques exemples. Et je vais prendre pour cela l'exemple d'un médecin qui donc a le dossier médical de son patient qui s'appelle Paul. Et déjà, la première chose que va vouloir faire le médecin, eh bien, c'est chiffrer le dossier médical de Paul sur son ordinateur, de façon à pouvoir protéger les données de ses patients et être certain que personne ne puisse récupérer les données de ses patients en piratant son ordinateur. Donc il va utiliser un logiciel qui utilise AES, comme par exemple le logiciel AES Encrypt que je vous avais présenté. Il va taper un mot de passe et cela va donc chiffrer à l'aide de l'algorithme AES le dossier médical de Paul sur l'ordinateur du médecin. Maintenant, Paul va demander à son médecin de lui envoyer son dossier médical par email. Et c'est là où le RSA va rentrer en jeu. Paul va d'abord envoyer la clé publique RSA 1024 bits qu'il a générée à son médecin. Donc cela ne pose aucun problème puisque la clé RSA publique peut être envoyée à qui vous voulez puisqu'elle ne permet que de chiffrer, elle ne permet pas de déchiffrer. Donc le médecin reçoit la clé publique RSA de Paul. La première chose que va faire le médecin, c'est d'abord chiffrer le dossier médical de Paul avec de l'AES 256 et un mot de passe. Alors vous me direz pourquoi le médecin ne chiffre pas le dossier médical de Paul avec la clé RSA publique. Alors il pourrait, à condition que le dossier médical de Paul ne soit pas trop volumineux. Or le problème c'est que Paul a plus de 60 ans et que son dossier médical fait quasiment 500 pages, avec bien sûr des radios, des IRM, des tas de choses comme ça qui sont assez lourdes au niveau image. Et donc le dossier médical de Paul est devenu particulièrement volumineux. Donc si le médecin veut chiffrer le dossier médical de Paul avec une clé RSA de 1024 bits, il peut le faire, mais ça risque de prendre plusieurs heures. Or imaginez-vous, si le médecin reçoit une dizaine de demandes dans l'après-midi, il risque d'y passer toute la journée et la nuit. Mais le problème qui se pose ici pour le médecin, c'est qu'il ne peut pas envoyer en clair le mot de passe à Paul. Et c'est là où la clé RSA rentre en jeu, car elle va permettre de chiffrer le contenu de l'email, c'est-à-dire le texte du message, dans lequel il y a le mot de passe pour déchiffrer le fichier AES 256, et que Paul va pouvoir déchiffrer à l'aide de sa clé privée RSA. Alors vous allez me dire, tout ça est très compliqué, ça va pas être évident pour Paul, le médecin, de pouvoir faire tout ça. Ça dépend quel logiciel ils utilisent. Si j'utilise par exemple un logiciel comme AES Encrypt et par exemple Thunderbird avec Enigmail que je vous avais présenté, tout ceci se fait de façon quasi transparente. Donc il suffit d'utiliser les bons outils pour que tout ceci se fasse très facilement et très rapidement. Encore faut-il que Paul et le médecin aient connaissance de ces méthodes. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Je pars du principe que des corps de métier comme un médecin ou un avocat qui détiennent des informations importantes sur leurs clients doivent absolument utiliser le chiffrement. Pour moi, c'est quasiment une faute professionnelle
de ne pas utiliser le chiffrement dans certains corps de métier. On ne compte plus aujourd'hui les cas, par exemple, de cabinets d'avocats qui se sont fait cambrioler. Et ce n'était pas pour voler de l'argent. Donc, il est extrêmement important que certains corps de métier et certaines entreprises apprennent à se servir de ces méthodes pour s'échanger des données, des fichiers et pour protéger les données de leurs clients. Je ferme la parenthèse. Maintenant, le médecin dit à Paul « Mais attendez, je n'ai pas besoin de vous envoyer votre dossier médical par email, car nous avons un site internet qui va vous permettre de télécharger votre dossier médical vous-même. » Alors, qu'est-ce qui va se passer quand Paul va taper son mot de passe pour s'identifier sur le site du médecin? Eh bien, son mot de passe va passer par une fonction de hachage, SHA-256, ce qui va générer une empreinte que vous voyez ici à l'écran, et cette empreinte va être comparée avec l'empreinte qui se trouve dans la base de données du site internet. En effet, vos mots de passe ne doivent jamais être stockés en clair dans les bases de données des sites internet. Je dis ne doivent parce que certains sites malheureusement continuent de le faire. Donc en fait, ce n'est pas votre mot de passe qui est comparé avec la donnée qui se trouve dans la base de données, mais votre mot de passe est transformé en une empreinte et c'est cette empreinte qui est comparée avec l'empreinte qui est stockée dans la base de données du site internet. Car quand vous avez créé votre compte sur le site internet, c'est une empreinte qui a été stockée de votre mot de passe dans la base de données, pas votre mot de passe en clair. Et c'est d'ailleurs une façon très intéressante de pouvoir vérifier si un site internet est sérieux ou pas. Il nous est tous arrivé un jour d'oublier notre mot de passe. Et dans ce cas-là, on clique sur le petit bouton « J'ai oublié mon mot de passe » et normalement, le site internet doit vous envoyer un email pour vous sortir de cette mauvaise passe. Et c'est là où ça devient intéressant. Car si vous recevez un email avec votre mot de passe en clair, fuyez ce site immédiatement. Ces gens-là n'y connaissent rien en sécurité et mettent en danger vos données. Dans tous les cas de figure, si par exemple lorsque vous créez votre compte sur un site internet, ce site internet vous renvoie un email avec votre mot de passe en clair, même au moment de la création du compte, fuyez ce site internet. Un site internet sérieux ne doit jamais, en aucun cas, vous envoyer par email votre mot de passe. Jamais, jamais, jamais. Ce que peut faire un site internet, c'est soit générer un nouveau mot de passe et vous l'envoyer par email, et ça encore c'est très 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 limite, car normalement c'est pas la meilleure méthode, ou encore vous envoyer un lien sur lequel vous allez cliquer pour vous amener sur une page qui va vous permettre de mettre un autre mot de passe. Ça c'est déjà mieux. Donc voilà une bonne méthode pour tester la sécurité d'un site internet. S'il vous renvoie votre mot de passe en clair, cela veut dire que votre mot de passe est stocké en clair dans leur base de données, ou alors qu'il est chiffré, mais qu'ils ont une méthode qui leur permet de déchiffrer pour connaître votre mot de passe. Donc ça veut dire que ceux qui possèdent le site internet connaissent votre mot de passe. Et si votre mot de passe, vous l'utilisez sur d'autres sites, ils seront en mesure d'accéder à vos données sur d'autres sites. Ceux qui sont chargés de la maintenance du site internet ne doivent en aucun cas connaître votre mot de passe. Tout ce qu'ils doivent voir dans la base de données, c'est une empreinte générée par du SHA ou d'autres fonctions de hachage, et c'est tout. Mais parfois, le SHA est utilisé dans bien d'autres cas. Par exemple, dans certains logiciels de synchronisation de fichiers. Par exemple, le médecin utilise un logiciel de synchronisation qui va lui permettre de synchroniser le dossier médical de Paul entre son disque 1 et son disque 2. Ce que fait le logiciel, c'est qu'il va créer une empreinte du fichier se trouvant sur le disque 1, il va créer une empreinte du fichier se trouvant sur le disque 2, va comparer les deux empreintes, et si les deux empreintes sont les mêmes, cela veut dire que c'est bien le même fichier. Si les deux empreintes sont différentes, cela veut dire qu'un des fichiers a été modifié et que donc il faut le synchroniser. Alors cette méthode est rarement utilisée parce qu'elle est plutôt longue, car le hachage n'est pas quelque chose qui se fait de façon instantanée. Néanmoins, cela permet de détecter si un fichier est par exemple corrompu. Par exemple, on pourrait imaginer que le disque 2 a un secteur qui est défectueux et que donc le dossier médical de Paul a été endommagé. Sans cette fonction de hachage et ce checksum, eh bien, on peut ne pas s'en apercevoir. Alors maintenant, voyons dans quel cas on peut combiner, par exemple, AES et SHA. C'est le cas, par exemple, de VeraCrypt qui est capable de combiner de l'AES 256 avec du SHA 512.
Alors nous l'avons vu, avec AES, il suffit de taper un mot de passe, une table d'encodage est créée à partir de ce mot de passe, et ça chiffre le fichier. Mais ce n'est pas ce qui est généralement fait. En général, ce qui est fait, c'est que votre mot de passe est d'abord transformé en une empreinte de 256 ou de 512 bits, puis c'est cette empreinte qui est utilisée comme mot de passe, entre guillemets, pour chiffrer avec de l'AES 256. À ce propos, on pourrait penser que l'algorithme SHA permet de complexifier le mot de passe, ce qui n'est pas vrai. Il est vrai que lorsque vous passez un petit mot de passe en SHA 256, tout de suite ça fait beaucoup plus de caractères. Mais cela n'enlève jamais le fait que vous devez avoir un mot de passe complexe. Car lorsqu'on fait du brute force attack, on n'essaie pas de deviner l'empreinte, mais on essaie plutôt de deviner votre mot de passe. Donc, souvenez-vous que le SHA ne permet en aucun cas de complexifier votre mot de passe. Pas plus sur les sites internet que sur les logiciels de chiffrement. Maintenant, si on veut vraiment complexifier la chose à l'extrême, on peut combiner AES, SHA et RSA. Par exemple, on peut générer un mot de passe aléatoire que même vous ne connaîtrez pas, le passer dans l'algorithme de hachage SHA 256, qui va permettre de chiffrer le fichier avec de l'AES 256, mais cette empreinte en SHA va être chiffrée avec par exemple une clé RSA 2024 et stockée dans l'entête du fichier. Ce qui fait qu'ici ce n'est plus le mot de passe qui permet de déchiffrer le fichier, mais la clé RSA qui va en fait permettre de déchiffrer le mot de passe qui est stocké dans l'entête du fichier, de l'extraire, pour pouvoir retrouver l'empreinte de base. Alors bien sûr, ceci ne sont que des exemples parce qu'il y a de multiples possibilités, puisque vous, par exemple, on pourrait utiliser, comme ça se fait dans Miniloc, Curve ou d'autres choses. On peut combiner tous les algorithmes les uns avec les autres, on peut combiner toutes les fonctions de hachage les unes avec les autres. Il y a de multiples possibilités. Mais c'est ces acronymes que vous verrez le plus souvent apparaître dans beaucoup de logiciels, car ils ont fait leurs preuves. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant pour la plupart d'entre vous. De toute façon, on y reviendra assez souvent puisqu'il y a beaucoup de logiciels qui utilisent ces algorithmes. Et j'aurai l'occasion de faire quelques petites piqûres de rappel de temps à autre sur ces sujets. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.